Vous connaissez certainement la série de jeux vidéo Assassin's Creed. Des jeux racontant l'histoire d'une organisation d'assassins à travers différentes périodes de l'histoire. Cette secte d'assassins ne sort pas de nulle part. Elle s'inspire d'une milice chiite qui terrorisa le monde arabo-musulman pendant des siècles. On y va. Mais juste avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner et de mettre un petit like. On vous remercie et on reprend. Quand Marco Polo a voyagé en Orient, il a laissé de nombreux écrits pour décrire son périple. Il va nous parler d'Hassan is-Sabah, un vieillard chef d'un groupe politico-religieux appelé les Assassins. Ces adeptes étaient élevés dans une foi meurtrière, prêts à accepter toutes les sales besognes ordonnées par leur maître, en échange bien sûr de tous les plaisirs du paradis. Marco Polo nous indique également que ces soldats étaient drogués, ce qui leur permettait d'accéder à des paradis artificiels et de se lancer à corps perdu dans des attentats, ressemblant souvent à des missions suicides. Pour comprendre cette secte au nom qui claque, quand même, revenons un peu dans le passé. On va devoir parler de l'islam, religion née de la prédication de Mahomet entre 610 et 632. La communauté musulmane connaît un premier grand schisme en 660 concernant la direction à donner à l'islam. Le clan des Omeyyades s'est approprié le pouvoir et instaura une succession dynastique de père en fils pour diriger l'empire naissant. Mais de nombreux musulmans considèrent les Omeyyades comme des usurpateurs. Pour eux, l'authentique souverain de la communauté ne pouvait venir que de la famille de leur prophète. Sauf que ce dernier n'a pas laissé de fils. Donc là encore, divergences et problèmes sont au rendez-vous. C'est finalement le descendant d'Al-Abbas, oncle de Mahomet, qui au milieu du 8e siècle parvient, après une révolution, à s'emparer du califat et fonder la dynastie des Abbassides. Sauf que là encore, certains affirment que le vrai chef de la religion, le véritable imam, ne serait pas le descendant d'Al-Abbas, mais celui d'Ali, cousin de Mahomet et épouse de sa fille Fatima. Quel rapport avec la secte des assassins ? On y vient doucement. Une partie des chiites renonce à leur ambition de renverser le califat, et accepte, ou plutôt s'accommode, du pouvoir en place. Mais une autre branche va reprendre cette lutte, celle des Ismaéliens. Ils sont chiites et adeptes d'une interprétation ésotérique de l'islam. Ils sont considérés par les autres mouvements comme de dangereux hérétiques, ce qui force les Ismaéliens à agir dans la clandestinité. Ils vont préparer une action armée, en passant par une propagande souterraine très active, notamment par le biais de marchands qui profitaient de leur voyage pour propager leurs idées. Et cette propagande va fonctionner, particulièrement au Maghreb, où Abu Abdallah va parvenir à rallier les tribus berbères de Tunisie et d'Algérie de l'Est. Il va réussir à créer une révolte et prendre le pouvoir dans la région, en créant un nouveau califat. Ubayd Allah, un des principaux chefs de la mouvance ismaélienne, devient calife et instaure la dynastie des Fatimides. Son ambition est simple, il veut régner sur tout le monde islamique. Et pour ça, il lui faut renverser la dynastie des Abbassides. Ce sera la première confrontation entre chiites et sunnites. Les Ismaéliens considéraient leur chef comme l'imam suprême, un homme éclairé par la lumière divine et absolument infaillible. Cet imam devait désigner son successeur parmi ses enfants, mais devait garder sa décision secrète jusqu'à sa mort. Cela entraînera de nombreux schismes, et notamment celui qui donnera naissance aux assassins. Une affaire d'État va provoquer la création de la secte. En 1073, les califes fatimides ont perdu beaucoup de puissance et d'influence. Désormais, ce sont plutôt les vizirs qui gouvernent. Suivez bien, en 1094, le calife Al-Mustansir meurt. Le vizir, Al-Afdal, décide de ne pas tenir compte du testament du roi et nomme le fils le plus inexpérimenté, Al-Mustali. L'autre fils du calife, Nizar, héritier légitime, puisqu'il possède le testament qui le nomme roi, se révolte et se réfugie à Alexandrie. La rébellion ne dure pas et Nizar sera emmuré vif. La prison en plus vénère. Et c'est là qu'Hassan is-Sabah entre en scène. Ce dernier était un missionnaire ismaélien envoyé en territoire abbasside. Il apprend la crise du pouvoir et refuse de reconnaître le nouveau calife. Il va réunir un bon nombre de fidèles et devenir la figure d'autorité de cette nouvelle communauté. Depuis de nombreuses années, Hassan se faisait connaître par ses méthodes violentes.
notamment contre les Turcs seldjoukides. L'un de ces hommes, déguisé en émissaire, avait poignardé le vizir Nizam al-Mulk, considéré comme le meilleur homme politique de sa région. À partir de 1094, ces assassinats vont devenir sa marque de fabrique. 2 califes abbassides et un calife fatimide seront assassinés. Ce qui n'est pas rien quand même. Imaginez une organisation qui, en pleine guerre de 100 ans, fait tuer 2 rois de France et un roi d'Angleterre. Impressionnant. La secte va prendre la forteresse d'Alamut en Iran et en faire son repère. Elle prendra le surnom de Nid d'Aigle. Hassan-i-Sabbah se fait également connaître pour son ascétisme, un mode de vie puritain qu'il impose à tout le monde. Rendez-vous compte qu'il a fait tuer 2 de ses fils, dont l'un pour ivrognerie. V'là l'ambiance lors des repas de famille. À sa mort, il sera considéré et vénéré comme le grand maître du dogme nizarite, puisque c'est aussi un des noms de cette secte. Nizarite, ça vient de Nizar, l'héritier légitime emmuré vivant. C'est pas compliqué. Le tombeau de Hassan-i-Sabbah sera sanctuarisé. La doctrine des Nizarites va un peu évoluer. Là, j'avoue que je n'y connais pas vraiment, même pas du tout, en théologie musulmane. Donc je peux pas vraiment vous décrire leur philosophie. En gros, ils mettaient fin à la loi islamique, proclamaient le retour du paradis originel sur terre, et l'imam de la secte devenait un équivalent de Mahomet. Les assassinats continuent bien après la mort de leur imam. D'autres lui ont succédé. La légende va prétendre que les assassins agissent sous l'effet de la drogue. D'ailleurs, le terme assassin viendrait du mot arabe hashishi, signifiant buveur de hashish. Leur maître leur faisait boire des décoctions de cannabis, leur permettant d'entrevoir les délices du paradis et ainsi se jeter dans le martyre plus facilement. Cependant, on ne retrouve aucune trace de consommation de drogue par les adeptes de cette secte. C'étaient simplement des gens prêts à commettre des assassinats, même au péril de leur vie, comme les kamikazes japonais. D'autant que le sérieux de la préparation des attentats était incompatible avec la consommation de drogue. Rachid al-Din Sinan, un membre respecté de l'organisation, va consolider la communauté. Il continue les assassinats, mais essaye aussi d'emprunter la voie diplomatique. Il faut dire que la secte est prise en tenaille entre les croisés et Saladin. L'imam passe donc un accord avec les Templiers. Il leur verse un petit tribut et on les laisse tranquilles. Les chrétiens vont même le surnommer le vieux de la montagne. Les relations vont malgré tout se tendre entre les deux camps, et la secte fait assassiner le roi de Jérusalem, Conrad de Montferrat, en 1192. La forteresse d'Alamut, le nid d'Aigle, la forteresse imprenable, tombe finalement sous les assauts mongols. Oulagou, le frère du grand Khan, s'en empare avant de prendre Bagdad 2 ans plus tard et de mettre fin à la dynastie abbasside. La secte des Nizarites se réfugie en Inde et crée le groupe Khoja, qui existe encore aujourd'hui. La secte des assassins reste une des histoires mythiques de cette période en Orient. Au milieu de la lutte entre croisés et Saladin, une petite organisation qui sème la terreur dans toute la région. Elle va marquer l'histoire et on la retrouve dans des œuvres telles qu'Assassin's Creed, Prince of Persia, Le Pendule de Foucault ou encore Angers Démon. C'était l'histoire de la secte des assassins. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, mettre des likes, des commentaires, nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. Vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee, lien dans la description. Quant à moi, je vous dis... Oh.